Bonjour chers auditeurs, nous avons la joie de recevoir ce matin Francis Cousin pour un beau livre et surtout un beau titre, L'être contre l'avoir, pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent. Et c'est l'éditeur Retour aux sources. Bonjour Francis Cousin. Bonjour à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Voilà, chers auditeurs. Alors, nous plongeons dans ce livre de Francis Cousin, L'être contre l'avoir, publié à la maison d'édition Le Retour aux sources. Et nous abordons tout de suite peut-être le petit résumé qui est très bien fait. Je vous ai entendu, Francis Cousin, à l'émission d'Emmanuel Ratier et j'étais fortement intéressée, donc je vous ai demandé votre livre, je l'ai lu et je vous interroge ce matin. Voilà ce petit résumé. Et avant, on va dire aussi que cet éditeur, Le Retour aux sources, est celui qui a publié ce manuel extrêmement amusant, mais très utile, qui s'appelle Survivre, et Survivre en temps de crise, et qui explique avec des informations extrêmement précises comment se soigner avec les plantes, comment élever des poules, comment élever des chèvres. Bref, tout ce qu'il faut pour survivre en temps de crise, quand les villes sont bloquées, quand les villes sont prises d'assaut. Quand plus rien ne tournera. Quand plus rien ne tournera, ce qui est une éventualité. En tout cas, quand on vit avec J'anticipe comme moi, J'anticipe me dit toujours prépare l'avenir et prépare toutes les éventualités. Et alors, c'est amusant parce que cette maison d'édition qui publie ce livre extrêmement concret, hein, encore une fois, ce sont des informations très précises. Vous publiez votre livre qui est un manuel philosophique, je tiens à préciser aux auditeurs, c'est un manuel philosophique qui, lui, est à tout autre niveau de réflexion. Donc, et qui prévoit le même effondrement. Qui prévoit le même effondrement, absolument. Alors, je lis ce petit résumé parce que ça, c'est certainement très utile. Le spectacle du fétichisme de la marchandise fait le devenir du monde. L'existence humaine n'y est là qu'une longue errance angoissée sur le marché narcissique des rencontres factices. Partout règne la liberté despotique de l'argent et l'humain, asservi et déchiré par la dictature démocratique de l'avoir et du paraître, ne cesse de consommer sa propre soumission. Contre ce totalitarisme de la fausse conscience, il s'agit de tourner le dos à la mise en scène de la passivité moderne pour retrouver les véritables chemins du sens critique et poser en pratique la question radicale de l'authenticité de l'être. Voilà ce petit résumé qui me paraît extrêmement intelligent. Vous êtes docteur en philosophie, vous avez un cabinet de philo-analyse, Francis Cousin, et vous avez lu La Société du spectacle de Monsieur Debord, je ne sais plus son prénom, Guy Debord, qui a lancé cette idée de la société du spectacle. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par cela, puisque le spectacle de la marchandise qui se répand tout autour de nous, et c'est vrai, depuis que je vous ai lu, enfin j'avais cette sensation après, mais j'ai mis un nom sur mon mal-être. On est agressé non-stop. On peut plus prendre une rue sans avoir une publicité. On peut plus regarder un monument sans que devant on nous ait fichu, même les monuments de l'État, on nous fiche des photos publicitaires. La publicité a absolument tout envahi. Je pense qu'un jour, on aura sur l'autoroute des publicités sur les arbres.
parce que vous pouvez nous parler bien en face du micro. Voilà. C'est bon là? Oui, très bien. Donc, si vous voulez, le concept de société du spectacle, qui reprend le concept de fétichisme de la marchandise chez Marx, veut montrer, veut souligner et veut indiquer que la gigantesque errance du royaume de la quantité dans laquelle aujourd'hui nous sombrons n'est pas un accident de l'histoire, mais le produit logique d'une révolution qui vient du néolithique et qui n'a pas cessé de s'emparer du monde pour substituer à la catégorie de l'être la catégorie de l'avoir. Et donc aujourd'hui, l'intégralité des relations humaines, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de comprendre que la marchandise, ce sont pas simplement des stocks de produits dans des hangars. La marchandise, c'est une dynamique historique qui s'empare de la totalité de l'espace, de la totalité des émotions, de la totalité du vivre, de la totalité des sensations. Donc le fétichisme de la marchandise et son spectacle s'est emparé de la totalité du monde jusqu'à l'intimité la plus secrète de chacun d'entre nous, puisque une rencontre humaine, une rencontre amoureuse, dans la société du fétichisme marchand, c'est aussi parfois une rencontre factice, parce que c'est une rencontre narcissique sur l'économie de la représentation. Dans les communautés traditionnelles, les gens vivaient directement dans la vibration du jouir direct. Et le fétichisme de la marchandise, par son spectacle, a transformé toutes les relations de vibration vraies en représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la charnélité, la profondeur émotionnelle, la douceur de tendresse, tout ça est pris par l'empire de la marchandise, et du plus petit moment à la plus grande réalité géostratégique, la marchandise gère l'intégralité du monde par la dictature despotique de l'argent. Alors, votre constat est tout à fait intéressant, passionnant et très, très juste. Donc, nous allons voir un peu ce constat et les conséquences de cette dictature du fétichisme de la marchandise. Et puis après, on passera aux solutions que vous proposez, à l'avenir que vous proposez et au combat que vous proposez. Alors, cette marchandise, ce fétichisme de la marchandise, il abîme tout. Il abîme tout. J'ai envie de prendre cette expression sur cette image que vous donnez très très bien sur la terre. Il n'y a plus de terre communale dans les villages et il n'y a plus de terre libre du tout maintenant en Angleterre. Est-ce que vous pouvez développer cette idée-là? Il faut déjà en préambule expliquer à chaque auditeur qu'il y a deux domaines de perception, deux domaines d'histoire, deux domaines de savoir. Il y a le savoir du faux qui s'est partout répandu sur le monde par le crétinisme de l'université, par le crétinisme du pouvoir, c'est-à-dire de la même façon que... Je reprends pour les auditeurs l'exemple de Carpentras, la manipulation de Carpentras. Bon, la manipulation de Carpentras, ça n'est pas la manipulation de Carpentras. C'est une manipulation parmi le champ universel de toutes les manipulations universelles que la dictature démocratique de la marchandise a mis en marche, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'intégralité des savoirs qui sont divulgués sont des savoirs du faux, c'est-à-dire des savoirs du renversement. Bon, alors avant que nous voyions la terre abîmée, vous voulez que l'on parle de l'esprit abîmé? Alors, c'est les deux, parce que si vous voulez, ce que vous venez de dire sur la terre est très très important, mais les gens ne le savent pas. C'est-à-dire... Ils commencent à s'en rendre compte. Pendant des millénaires, la terre était sacrale et donc inappropriable. Il faut rappeler à nos auditeurs que la racine indo-européenne fondamentale et primordiale du sacral, le SC, le SK, ça signifie inappropriable, intouchable, immonnayable. Donc, ce qui fonde l'humus primordial de notre sacralité, c'est cette communauté primordiale, cette communauté organique, comme on la trouve chez les Sioux, comme on la trouve chez les Cheyennes, comme on la trouve chez les Germains, comme on la trouve chez tous les peuples de la Terre avant le néolithique. La terre ne se vend pas, la terre ne s'achète pas, puisqu'elle est notre sacralité. Et les hommes, sur cette terre, communient et produisent ensemble. Pour que les gens, un jour, soient chassés de ces terres et dans la modernité aillent dans les usines,
il faut savoir que, par exemple, en Angleterre, sous Henri VIII, Oui. il y a eu C'est une pas hier. déportation massive, c'est-à-dire que l'armée rentrait sur les territoires communaux qui appartenaient à la communauté. On produisait une dynamique qui s'appelle la dynamique des enclosures. On enfermait les communaux pour y mettre des moutons qui allaient travailler la laine pour l'industrie. Pour l'industrie, voilà. Et On dégageait tous les paysans. Et on dégageait donc tous les paysans. Et c'est fait exprès pour que les paysans soient démunis, pour qu'ils servent de main-d'œuvre aux industriels. L'idée qu'un jour un Ouais. paysan dit à sa femme, tu sais, la terre est moche, mais l'usine est belle, nous allons partir à la ville, ça n'a jamais eu lieu. Donc les gens sont partis à la ville parce qu'on les a expropriés de leurs terres communes. Mais en les expropriant de leurs terres communes, on ne les a pas simplement expropriés d'une matérialité spatiale, on les a expropriés d'une communion transcendantale. Et c'est là où la grande misère civilisationnelle du temps contemporain s'est accélérée. Ouais. Alors, c'est fantastique, parce que vous montrez qu'en Angleterre, de façon très tôt, cette expulsion a eu lieu. Ça a été... mais d'ailleurs, il n'y a pas que à la campagne. En ville aussi. Il n'y a plus personne. Il n'y a que les très très riches familles qui sont propriétaires de leurs biens. Donc c'est le cas emblématique, l'Angleterre en fait. C'est la victoire du capitalisme. Pour parler un peu en termes métaphoriques, nos auditeurs savent certainement ce que le bolchevisme capitaliste d'État a fait en Russie quand il a cassé la vie communautaire des paysans, ouais, et qu'il a mis en marche l'industrialisation capitaliste étatique. Ouais. Henri VIII, en plus petit, a fait ça en Angleterre avec les enclosures. Mais il faut vous imaginer qu'on déporte des milliers et des milliers et des milliers de paysans. Ceux qui se sauvent sont marqués au fer rouge. On ampute du nez et des oreilles les récalcitrants. C'est une horreur absolue. Alors, cette horreur absolue s'est faite dans l'accélération en Angleterre. En France, et je renvoie au beau livre de Paul Del Perugia sur Louis XV, qui fait d'ailleurs référence à Marx, où il explique que justement, la France résiste à cette dynamique anglaise. Ça se fera à partir de la Révolution française, en accéléré, mais ça se fera sur toute l'Europe. C'est-à-dire que pour constituer les grandes mégapoles de la schizophrénie marchande contemporaine, il a fallu pousser dans des wagons et tuer ceux qui résistaient. Il a fallu pousser dans les wagons toute cette paysannerie pour l'amener vers la ville. Elle n'y a pas été d'elle-même. Et pourquoi elle résiste, cette belle France, selon Perugia, c'est parce qu'elle est catholique. Alors, ça c'est la première idée. La seconde idée qui est l'une des idées, parce que comme vous le savez, chers auditeurs, comme je vous l'ai dit, ce livre est extrêmement riche et extrêmement complexe. Cette perturbation de l'être avec le narcissique, la pathologie du narcissisme. Alors ça, c'est très très intéressant parce que c'est vrai qu'on le voit sans arrêt. Et je vais le lire. Et je vais... Le narcissisme, fondement spectaculaire du marché de l'estime de soi, constitue historiquement une composante commerciale classique de toute personnalité drapée en personnage et vivant dans la société de l'avoir. Lorsqu'il est exacerbé sur le terrain de la concurrence et de la représentation dévorante, on peut évidemment aboutir à l'exaspération rageuse du personnage narcissique qui s'enferme dans le besoin paroxystique d'être miré et admiré, lequel donne lieu à un manque simultané de reconnaissance d'autrui et une complète absence d'empathie. Le narcissisme est le fondement de la fausse confiance en l'image de soi. Il est donc normal que plus avance la domination spectaculaire de la pathologie marchande, plus le narcissisme se contracte, se convulse et se hérisse, puisqu'il est évident que l'impuissance à jouir en vérité implique proportionnellement que celle-ci se camoufle et se travestisse pour séduire, tromper, assujettir et vampiriser. Vous nous faites le portrait là des vedettes de télé ? Alors, c'est le propre de la modernité. C'est-à-dire que dans la mesure où toute vie réelle a fui dans la représentation,
l'érotique réelle a fui dans la représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans une société sursexualisée du point de vue de l'ontologie. On vit dans une société sursexualisée du point de vue de la marchandise. Ça veut dire que ce galop infernal de sexualité marchande n'est pas une vraie sexualité. C'est une sexualité de désir machinique. Et cette sexualité de désir machinique qui, effectivement, a non pas libéré la vie, mais a enfermé la vie dans une sexualité marchande, a produit toute une série d'épaves, de tristesse et d'errance. Mais il y a d'un côté toute la passivité moderne, et de l'autre côté, il y a le satanisme de la marchandise avec les pervers. C'est-à-dire que vous avez plein de gens, aujourd'hui, dans cette économie narcissique de la représentation, qui sont des impuissants, et qui vont compenser cette impuissance par l'assujettissement de l'autre. On pourra revenir tout à l'heure, éventuellement, si vous voulez, à mes activités pratiques, mais je vois, moi, en tant que consultant de terrain, des souffrances industriellement organisées par le système de la marchandise, avec effectivement des pathologies perverses et narcissiques de plus en plus élaborées, qui n'existaient pas il y a quelques siècles, qui existaient encore moins il y a quelques millénaires. La pathologie perverse et par exemple tous les délires pédophiliques auxquels on assiste aujourd'hui sont totalement inconnus dans une communauté sioux ou dans une communauté germanique. Tout ce délire contemporain qui réduit l'être humain à une viande flexible de faux plaisirs, c'est la modernité. C'est la modernité. C'est-à-dire que la sexualité d'aujourd'hui n'est plus une sexualité humaine, c'est une sexualité marchandisée. Et très virtuelle. Oui. Voilà. Et 78 a eu un rôle considérable parce que 68, il y a un aspect radical, c'est-à-dire cette grande grève insurrectionnelle qui veut un autre monde, mais il y a le carnaval des comédies estudiantines sur la révolution des mœurs. Et la révolution des mœurs, c'était un moment décisif pour le capital, parce que la société capitaliste allait enfin, par cette révolution des mœurs, créer un homme adéquat à son despotisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Juste une machine à acheter. Une machine narcissique, qui effectivement est dans le plaisir absolument faux, dans le plaisir machinique de la reproduction quantitative. Deux réactions d'une auditrice... Une auditrice qui semble pas avoir bien compris que votre démarche, Monsieur Francis Cousin, si j'ai bien compris, la société marchande est pourrie, les hommes sont pourris, les artistes sont des escrocs. Voilà. Et avez-vous l'intention de vous retirer dans une caverne avec quelques volailles ? Non, madame. Je vous assure que le propos n'est pas aussi caricatural que cela. Et que la réflexion sur la société marchande d'aujourd'hui est utile à faire. Un autre auditeur, que pensez-vous de René Guénon et de son livre « Le règne de la quantité » et que pensez-vous du métaphysicien Evola et de son maître livre « Révolte contre le monde moderne » Je connais bien Guénon et Evola, c'est très très intéressant, mais leur regard sur la tradition primordiale est un regard auquel il manque quelque chose de décisif, c'est-à-dire la dynamique insurrectionnelle. Alors, pour répondre à votre auditrice, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, nous ne parlons pas du quotidien ordinaire, du journalisme servile et des climatologies de l'immédiateté. Nous parlons des profondeurs. Et comme le disent Héraclite et Parménide, il y a deux regards sur le monde. Il y a le regard des primordialités, des essentialités, des profondeurs. C'est de ça dont nous parlons. Et puis, il y a le regard des utilitarismes quotidianistes. Donc, on n'est pas là pour savoir si la pourriture marchande doit être gérée à gauche, à droite, au centre, s'il faut la colorer un peu ou la colorer un peu moins. On est là pour poser une question essentielle. Qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce que l'avoir ? Et l'être, c'est par rapport à toute une étymologie sacrale des profondeurs, c'est le tenir debout de l'automouvement du vivre. Et le tenir debout dans l'automouvement du vivre, c'est sacral, parce que c'est intouchable, immonnayable et inappropriable. À partir du moment où le sacral, qui était le tout du monde, a toléré qu'à la marge de l'appropriable surgisse, le sacral, progressivement, a été démantibulé. Parce qu'à partir du moment où la dynamique de l'avoir se met en marche
et qu'elle entre dans le territoire du sacral, le sacral est progressivement rongé. Il faut savoir, et votre auditeur devrait le savoir, que le verbe avoir n'existe pas ni dans les langues européennes, ni dans les langues primordiales. Nos ancêtres germaniques, nos ancêtres Sioux ou Cheyennes d'un point de vue primordial, ne disaient pas « j'ai un chien ». Il disait « un chien est en position à mes côtés ». Le verbe avoir est né très très tardivement dans les communautés de la vraie vie. Donc il faut comprendre que l'avoir, la possession, le calcul, la quantité marquent le moment où le sacral total se déstructure et où l'avoir se met en mouvement. Mais l'avoir s'est mis en mouvement dans des communautés où il y avait le sacral, et dès lors que le sacral qui est le tout n'a plus été le tout, à côté du profane, on a créé le sacré. Mais le sacré n'est pas le sacral. Le sacré, ce sont les débris du sacral que l'on conserve, mais qui ne vont cesser de s'amenuiser. Puisque la dynamique de l'avoir étant tellement forte, le sacré finit aujourd'hui totalement aspiré par la religion de la marchandise. Aujourd'hui, vous n'emmenez plus vos enfants à l'église, au temple ou à la synagogue, vous les emmenez dans les galeries marchandes du dimanche après-midi. Absolument. La marchandise est devenue la religion contemporaine de l'homme présent. Absolument. Et j'ai même, qui m'écoute souvent, un romancier qui s'appelle Guénaud, j'ai plus son prénom, qui a écrit une nouvelle remarquable. Une nouvelle, c'est une famille qui va dans le centre commercial le dimanche, en procession, oui. Et il fait toute une métaphore sur la procession du centre commercial et l'hostie qu'ils vont manger. C'est une métaphore extraordinaire qui m'a marqué, bien évidemment. Alors là où il y a une radicalité par rapport à Guénon et Evola, et c'est là où on retrouve Simone Veil, on retrouve Marx, on retrouve Héraclite et Parménide, c'est que la plus grande des illusions, alors elle est difficile. Cette dame qui nous appelle, je sais qu'elle est intelligente, donc je l'appelle au saut qualitatif des vastes profondeurs. Le grand mythe, c'est de croire que l'être et l'avoir peuvent cohabiter. Alors les gens vous disent, bah oui, mais il faut bien travailler, il faut bien manger, il faut bien s'habiller. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que l'homme produit pour ses besoins humains dans une communauté de l'être, ou est-ce que l'homme produit pour un marché, pour la vente, et en produisant pour un marché et pour la vente, il devient lui-même une marchandise qui s'achète et qui se vend jusqu'à son sexe sacral, puisque aujourd'hui, l'apothéose de la marchandise, c'est dans la désacralisation totale du sexe, d'avoir fait du sexe, qui est notre sacralité la plus intime, la marchandise terminale de l'aliénation. Ce que Chesterton disait, il faut réenchanter le monde. Nous allons entendre un message de Radio Courtoisie pour nous inviter à cette belle fête du 18 novembre, justement, juste avant la manifestation. Nous allons aller déjeuner et nous allons après à la manifestation. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 18 novembre, nous célébrerons le 25e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 18 novembre, à 11h30, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la Péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2012 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 18 novembre, à 11h30, sur la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Voilà, chers auditeurs. Alors, vous réagissez toujours. Le mondialisme tend à transformer les individus en robots consommateurs planétaires crétins, ou très juste. Un autre, l'auteur a-t-il été influencé par Erich Fromm et par un autre auteur, Christopher Lasch? Je suis en train de lire le livre d'Erich Fromm, Lasch. Je suis en train de lire le livre d'Erich Fromm que justement une bénévole de Radio Courtoisie m'a prêté. C'est très intéressant aussi. Alors, ce sont des auteurs intéressants, mais avec lesquels je ne suis pas en accord, parce que je pense que leur réformisme positionne une connivence avec l'avoir, et que dans ces temps de crise intense, le retour à l'être ne peut être qu'effectivement radical et insurrectionnaire. Alors, vous avancez ce mot insurrection, et puis le dernier message d'une femme: n'est-il pas normal de vouloir constituer un patrimoine pour le transmettre à ses enfants? Et cela n'a rien à voir avec la société de consommation. C'est tout à fait normal, madame, mais ça ne vous a peut-être pas échappé. On ne peut déjà plus transmettre son patrimoine. Les gens qui nous dirigent, que ce soit à droite et à gauche, ont fait en sorte qu'on ne pouvait plus transmettre. Il faut quand même que vous lisiez les journaux, que vous regardiez la feuille d'impôt. Vous n'avez peut-être pas encore hérité, ou vous n'êtes pas en mesure de faire de donations, mais on ne peut plus transmettre. C'est mathématique. Il faut regarder. Hein, vous êtes bien d'accord avec moi? Et il faut préciser à cette dame que pendant des millénaires, la transmission patrimoniale était une transmission de tendresse, d'émotion et de cœur dans les communautés traditionnelles. Et que comme la propriété n'y existait pas, la transmission ne passait pas par la propriété. Aujourd'hui, nous sommes des êtres brisés, nous sommes des êtres écartés, et le patrimoine est un refuge. Le patrimoine, quelque part, indépendamment du désir de possession, a une fonction médicamenteuse et thérapeutique. Il est une rassurance spatiale par rapport à tout ce qui ne va pas en notre être. C'est un refuge, mais pour les temps de tempête qui viennent, avant d'avoir des transmissions patrimoniales mobilières, nos enfants auront besoin de patrimoine critique, radical et sacraliste. Absolument. Alors, vient la deuxième partie de l'émission où je serai, malgré votre charme et votre esprit de séduction, beaucoup moins en accord. Vous venez de mouvements de gauche, voire d'extrême gauche. Vos analyses ressemblent et sont de temps à autre tout à fait communistes. Et vous avez toujours le même mot: il faut rétablir le communisme. Alors, là, on est un peu gêné. Les auditeurs me connaissent bien. Ceux qui m'écoutent depuis 25 ans savent que j'ai assez peu d'esprit de communion avec le communisme, et que pour moi le communisme est une belle utopie, et que par contre le christianisme est une réalité. Et est-ce que ce n'est pas là alors votre constat, lutter contre le capitalisme, lutter contre le communisme est une bonne chose, les deux se donnant la main pour nous filer cette société pour nous imposer cette société de l'avoir. Mais est-ce que à l'insurrection, il ne faudrait pas mieux préférer le mot restauration? Alors, l'insurrection est une restauration. Mais il faut là encore, puisque nous nous adressons à des auditeurs d'intelligence, leur préciser et leur rappeler que dans la société du fétichisme marchand où tout est faux, tout est renversé. Le Christ n'a strictement rien à voir avec Calvin, et le Christ chassant les marchands du temple n'a strictement aucun rapport avec la bourse genevoise et l'empire théocratico-commercial mis en marche par le calvinisme suisse. Marx a terminé son existence en précisant qu'il n'était pas marxiste et en faisant une critique radicale de la social-démocratie et en faisant préfigurativement une critique radicale du bolchevisme. Marx, c'est l'anticapitalisme d'État. Marx, c'est l'anti-société des pays de l'Est. Et on a toute une série de correspondances, de travaux, le Capital, la critique du programme de Gotha. Donc, de la même façon que le chrétien traditionnel sait pertinemment que le système défigure sa foi et son église, il faut bien comprendre que le système s'empare de tout ce qui a lieu
pour le falsifier et pour présenter les choses d'une manière totalement inverse. C'est d'ailleurs pour ça que Simone Veil, qui était dans une relation de communion radicale et profonde avec le Christ, travaillait en même temps sur des problématiques où elle retrouvait toujours Marx. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le communisme n'a rien à voir avec le capitalisme d'État soviétique. Le communisme, c'est la communio, c'est le retour à la communauté archaïque. Et le mot communisme, on le retrouve dans toutes les insurrections paysannes, on le retrouve aussi bien en Bohème, en Italie. Oui, avant. Oui. Et je rappelle à vos auditeurs que la personne qui a été le plus loin dans la critique radicale du populicide vendéen était un communiste qui s'appelait Babeuf. Donc, parlons d'intelligence à des auditeurs d'intelligence. Le communisme, ça n'est pas le capitalisme d'État soviétique de Lénine, de Trotsky et de Staline. Et rappelons-leur qu'avant même de massacrer les Blancs, les premiers massacrés en Russie bolchevique, c'était des groupes radicaux qui, dans la trajectoire de Marx, dénonçaient Lénine comme un capitaliste d'État. Donc là encore, il y a un travail de restauration linguistique. Le communisme, comme ontologie, c'est le retour à la communauté primordiale du sacral ancestral. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme d'État, mais que par contre, le capitalisme d'État, pour instaurer sa falsification du temps, se soit servi d'un concept pur pour produire effectivement la grande désolation, c'est normal, parce que le propre de la profanation du système marchand, c'est d'aller toujours chercher ce qui est, entre guillemets, le plus clair, le plus net, pour effectivement le réécrire à l'envers. Et je prendrai un exemple, c'est l'Inquisition. Aujourd'hui, tout le monde sait, à travers les études de Benassar, que ce qui s'est passé en Inquisition espagnole n'a strictement rien à voir avec ce que le système nous en a dit, puisque Benassar lui-même, en épluchant toutes les archives, a été obligé de reconnaître qu'il y avait eu quelques dizaines de morts, certes regrettables, mais qu'on était loin du million délirant de Michelet. Exactement là, un autre exemple, la manif du FLN de 61, c'est pas parce que le système nous dit qu'il y a eu 300 morts qu'il y a eu 300 morts. Non. Auditeur, réveille-toi. Il n'y a pas eu 300 morts. À l'Institut médico-légal, on a fait des travaux très précis, il y a eu 3, 4 ou 5 morts, et il faut rappeler à l'auditeur que la plupart des cadavres d'Algériens qu'on retrouvait dans la Seine à l'époque étaient des cadavres du MNA, le mouvement national algérien, qui était effectivement... Qui a été flingué par le FLN. Et dans des conditions atroces. Donc, auditeur de Radio Courtoisie, comme auditeur de toutes les radios du monde, ce que l'on te dit sur Marx est faux, ce que l'on te dit sur Octobre 61 est faux, ce que l'on te dit sur la Vendée est faux, parce que le propre du système, c'est pas de dire des fois du faux, des fois du vrai. Tout ce que l'on nous enseigne est faux. L'acte d'intelligence premier, c'est de renverser tous les discours officiels, puisque ce qui fait qu'un discours est officiel, c'est qu'il est le fallacieux rayonnant et triomphant de la marchandise. De réflexion, si on m'avait dit un jour que j'écouterais dans mon émission un éloge de Marx, je pense que je me serais étonnée. Mais bon. Mais je vous rappelle Paul Del Perugia, il faut rappeler que Paul Del Perugia, qui fait une... Il est très fort, hein, Francis Cousin. Il sait que j'admire Paul Del Perugia, et il se sert de Paul Del Perugia, qui parle de cette société qui est en train de mourir parce que la modernité des Lumières et de la marchandise est en train de l'écraser, cite Marx à longueur de page, parce que Marx, précisément, a su montrer cette profanation des relations humaines, où tout devient argent, où tout devient... C'est le thème du dernier d'un roman inédit que Via Romana a publié de Paul Del Perugia. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu parler. C'est un magnifique roman que j'ai préfacé et qui décrit exactement ça. Qui décrit un homme qui veut arriver et qui écrase tout le monde et qui finit par... qui arrive mais qui tue tout le monde dans sa famille. C'est un bon moyen d'arriver. Alors... Le mensonge dont vous parlez, et ce mensonge historique, il y a des exemples étonnants dans votre livre. Vous montrez que vous révélez des propos. Le président Cossiga, italien, à propos des tours de New York qui sont détruites, ce président qui carrément s'exprime en disant c'est la CIA qui a monté l'opération. Et puis vous montrez aussi les propos de Pompidou. C'est très très intéressant. Les propos de Pompidou sur
qui dit j'ai dû ouvrir les vannes de l'immigration pour satisfaire les grandes entreprises françaises, pour leur donner de la marchandise, des emplois, des ouvriers à bas prix. Tout à fait étonnant. Et vous nous révélez aussi que Besse, et parlez-nous de Besse et du général Audran. Alors, je vais prendre 2 exemples en introduction. Oui. On est sur Radio Courtoisie, on a donc toute une mouvance qui a vécu l'Algérie française d'un certain point de vue. L'auditeur qui a une certaine connaissance de la fin de l'Algérie française connaît la tuerie d'Isly, la tuerie de la rue d'Isly. Oui. Tout le monde sait que la tuerie d'Isly est une manipulation étatique. C'est pas par hasard, il fallait purger Bab el-Oued, oui. Et on a donc organisé étatiquement, ce sont les services étatiques de l'appareil d'État oui. qui ont organisé toute cette manipulation. Mais il faut que l'auditeur se dise, mais il n'y a pas que là. Il faut comprendre que l'État, comme modernité manipulatrice, c'est les attentats du 11 septembre, c'est l'affaire Mera. L'État est par essence un manipulateur étatique. J'ai travaillé sur les groupes anarchistes du début du siècle, et je le répète souvent, il faut que l'auditeur sache que quand un groupe anarchiste de 3 personnes se réunissait dans un grenier, Clémenceau avait dans les 24 heures le rapport de la réunion. Oui. Parce que les services spéciaux, les services secrets, ne sont pas là pour travailler dans la lumière de la vérité. Ils sont là pour travailler dans l'ombre de la manipulation. Aujourd'hui, on vous produit le rapport Mera de la DCRI et on vous fait croire que Mera était un fantassin fou qui a échappé à la structure. À l'époque du contrôle électronique de tous nos pas et de toutes nos communications, on comprend très bien que l'affaire Mera est une manipulation. Aujourd'hui, en Italie, tout le monde sait que le terrorisme des Brigades Rouges était un terrorisme étatique, totalement manipulé par l'appareil d'État. Et on sait qu'effectivement, les tours du 11 septembre ont été organisés comme un vaste territoire théâtral de manipulation. Alors, la preuve de la manipulation, on en a des centaines sur Internet, mais la preuve centrale, la preuve méthodologique, la preuve cardinale, la preuve primordiale, c'est que plus rien n'échappe à l'État. L'État, c'est tout, l'État contrôle tout, l'État manipule tout. Donc aujourd'hui, quand la moindre bombinette saute, l'État est ou l'organisateur de la bombinette, ou le laisser-faire de la bombinette. Oui. Mais il faut avoir une vision intelligente et stratégique de ce qui se passe à l'échelle mondiale et comprendre que le chaos terroriste, la manipulation terroriste accompagne la manipulation monétaire. Le système est à bout de souffle. Le système de la marchandise est en train de périr. Le billet vert est en panique, en mode panique. Et donc élimine Kadhafi qui veut être payé en or et puis qui ne veut plus être payé en dollars. Élimine l'Égypte, élimine les présidents égyptiens, le président libyen et tutti quanti. Et donc, tout ce qui s'oppose à la libre circulation du billet vert. À l'époque contemporaine, la manipulation terroriste ne peut être qu'une manipulation étatique, puisque l'acte terroriste est un acte industriel avec des effets multiples. Et on sait très bien, par exemple, qu'en Algérie, les réseaux islamiques du GIA sont complètement manipulés par l'appareil d'État, parce que quand le fils a failli prendre le pouvoir, il a fallu casser la mécanique. Donc, il faut que l'homme d'intelligence comprenne que tout ce qui est mis en spectacle visible sur les écrans télévisuels de la marchandise dictatoriale, c'est le faux. Pas une seule image mise en scène ne dit le vrai. Comprendre la réalité du monde, c'est comprendre que la réalité est renversée systématiquement par le système à tous les niveaux. À tous les niveaux, le faux s'est emparé de la réalité et a tout renversé pour que le spectateur crétinisé, domestiqué, demeure effectivement le citoyen de la servilité permanente reproductible. Vous avez une expression que j'aime beaucoup, c'est le théâtre de la monnaie. On n'est pas à Bruxelles, on est à l'échelle du monde, le théâtre de la monnaie. Et d'ailleurs, il y a 3 exemples intéressants. C'est Pierre Bérégovoy, François de Grossouvre et Robert Boulin. On a 3 hommes comme ça qui ont disparu dans des conditions mystérieuses. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, au sommet de l'appareil d'État et de ces gigantesques manipulations financières, 3 honnêtetés innocentes et un peu simples ont dit mais c'est pas possible. Ils n'avaient pas compris que le cœur de l'État, c'est le cœur de la mafia. La mafia est au cœur de l'État. Et l'État est au cœur de la mafia. Il n'y a pas d'opposition. Et quand les gens voient la délinquance des banlieues racailleuses, elle est complice avec la délinquance huppée des quartiers cossus.
La police, dans l'appareil d'État, n'a pas pour fonction de casser la délinquance, elle a pour fonction de la réguler. Le commerce des racailles et le commerce des états-majors UP de la classe capitaliste distinguée vont de concert. Il n'y a pas d'opposition entre la mafia et l'État. Celui qui ne comprend pas que le cœur de l'État et le cœur de la mafia sont stratégiquement liés par l'essor de la religion de la marchandise ne comprend pas. Remarquez, on commence quand même, il y a quelques petits exemples quelques bulles qui crèvent à la surface. Voilà. Les affaires récentes sont le blanchiment d'argent sale de l'élu socialiste, l'autre élu là qui n'est plus en poste en fonction pour l'État, mais qui est prise dans un problème de recel d'objets volés. Enfin bon, bref. Un auditeur, et je voudrais qu'on axe notre fin d'émission là-dessus. Votre discours renferme des vérités essentielles. Il a du mal avec votre expression, mais il y a quand même des expressions qui sont très très intéressantes. Francis Cousin est un philosophe, donc il ne s'exprime pas comme vous et moi. Mais n'est-il pas empreint cependant d'une touche de néopaganisme ? Alors, pour une compréhension radicale et philosophique du vrai historique, il n'y a pas d'opposition radicale entre le paganisme et le christianisme, puisque le paganisme et le christianisme, dans ce qu'a été le substrat d'intelligence européenne, a fusionné dans une vision de sacralité. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, l'évangile de Jean commence comme les textes d'Héraclite et de Parménide. La première phrase de l'évangile de Jean, c'est « en arché, en hologos ». « En arché, en hologos », ça signifie « dans l'illumination de la primordialité et du principe des origines se tient le logos ». C'est ce que dit Parménide et c'est ce que dit Hegel. Donc, faut bien comprendre que cette opposition paganisme-christianisme, elle peut à la limite faire plaisir à des tensions académiques, mais du point de vue du regard ouvert d'une philosophie critique et compréhensive, il n'y a pas de contradiction. Il y a un cheminement de même parcours vers la sacralité du logos et le refus de l'avoir, l'accélération de la compréhension de l'être. Le conflit avec les marchands du temple est un acte fondateur de l'anti-marchandise. Mais la Russie actuelle est un exemple de récupération de l'être sur l'avoir. Elle a éliminé à la fois le communisme et elle a bridé les grands hiérarques capitalistes. Et qu'est-ce qui fait le fondement de sa réaction ? C'est la religion chrétienne, c'est l'orthodoxie. Alors bon, je rappellerai que la Russie soviétique n'a jamais été communiste, mais capitaliste d'État. Oui, c'est ça qui est très intéressant dans votre livre. Donc votre idée, c'est que le communisme est encore inventé. Ceux qui ont éliminé le communisme en Russie, ce sont les bolcheviks, puisque les marins de Kronstadt, la commune de Kronstadt, comme il y a eu une commune de Paris, s'est levée en insurrection en criant « Vive le communisme, à bas l'argent, à bas les bolcheviks, à bas la police étatique ». Et ils ont été éliminés. Donc il faut bien comprendre que le bolchevisme, c'est le capitalisme d'État. Alors la Russie d'aujourd'hui, aucune restauration de sacralité ne passe par l'État. Parce que l'État est par essence un monstre de la profanation marchande. Donc, vous êtes d'accord, je suis d'accord, mais elle laisse tout de même renaître les églises, reconstruire les églises. Il faut comprendre la duplicité du fétichisme de la marchandise. Poutine, aujourd'hui, crée l'émergence d'une nouvelle Russie et la classe capitaliste russe, aujourd'hui, qui a besoin d'un consensus, caresse les Russes dans le poil d'un retour aux sources de la primordialité. Mais il ne faut pas être dupe. La classe capitaliste poutinienne est une classe capitaliste qui veut faire de l'argent et gérer la société de l'avoir, parce qu'une classe au pouvoir, c'est l'avoir. L'insurrection de l'être qui nous renvoie à la fois à Simone Veil, au communard et au Christ, c'est une insurrection qui n'est pas étatique. Le rendez à César ce qui est à César, c'est pas un acte de soumission molle qui signifie laisser César faire ce qu'il veut. Non.
Non. Rendez à César ce qui est à César. C'est-à-dire uniquement la pièce de monnaie sur laquelle il y a sa figure, et tout le reste est à Dieu. Et pour un chrétien, tout le reste est à Dieu. Oui, mais ça va. C'est en ça où je trouve que tout est sacré. Mais tout le reste est à Dieu. Mais ça va même beaucoup plus loin, parce que si on lit le texte dans sa pureté araméenne ou dans sa pureté grecque, il est beaucoup plus radical que les traductions que l'on en donne. Mon royaume n'est pas de ce monde, ça n'est pas mon pouvoir. Et d'ailleurs, le mot royaume n'apparaît pas réellement. C'est mon étendue, mon illumination. Mon illumination n'est pas de ce monde, ça signifie dans le monde de l'avoir, l'émergence de la sacralité primordiale que moi, en parole d'amour, je viens mettre sur la terre, ne peut passer par ce monde-là. D'accord. Chers auditeurs, vous avez compris que ce livre est passionnant. On me demande si vous le signez bientôt. Vous allez le signer à lire sous les sapins. Le 9 décembre, je rappelle, l'éditeur, Le Retour aux sources. Et je vous remercie beaucoup, Francis Cousin. Le Théâtre du Nord-Ouest, cher auditeur, c'est moi qui vous remercie. Métro Grand Boulevard. Très bonne journée à tous, Francis Cousin, et aux auditeurs, et à jeudi prochain.